Sunderlight Productions. Dans cette capsule, nous allons nous intéresser aux hormones des coureurs et des coureuses. Alors si vous voulez savoir comment vos hormones influencent vos performances, votre récupération et votre bien-être, vous êtes au bon endroit. C'est parti. Pour beaucoup d'entre nous, le running est plus qu'un sport. C'est une quête de bien-être et de santé. Chaque vendredi du 1er au 22 décembre, le docteur Marine L'Orphelin vous partage ses meilleurs conseils pour rester en forme tout l'hiver. Des stratégies pour renforcer vos défenses immunitaires, optimiser votre système digestif ou encore comprendre l'impact des hormones sur vos performances en course à pied, préparez-vous à mettre votre santé au premier plan. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouveau format, la capsule santé. Chaque vendredi du 1er au 22 décembre, nous allons explorer les aspects essentiels de la santé du coureur et de la coureuse à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet fascinant, la gestion hormonale et le running. Qui n'a jamais ressenti des fluctuations d'énergie, ces variations peut-être d'humeur, ces périodes de fatigue inexpliquées qui semblent parfois défier toute logique? Eh bien, derrière tout cela se cache peut-être un univers complexe mais fascinant, celui de nos hormones. Dans cet épisode, nous allons justement explorer l'influence des hormones sur nos performances, sur notre bien-être, sur notre récupération. Et pour nous aider à naviguer entre tout ça, j'ai le plaisir d'avoir face à moi le docteur Marine L'Orphelin, autrice du livre En pleine forme, paru aux éditions Marabout, finisseuse du marathon, de raid, de Elf Marathon des Sables aussi. Marine, comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Je vais bien, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là pour cet épisode qui va être effectivement passionnant. Et je suis aussi ravie de prendre un petit peu de repos bientôt pour les fêtes de Noël, après le marathon de New York, le Half Marathon des Sables en Égypte. Un petit peu de fatigue dans les jambes quand même. Oui, le repos c'est toujours bien. Et puis en plus le repos de Noël, ça a quelque chose d'un peu de magique. Voilà, où on se fait plaisir, même si ça dure pas longtemps généralement. Alors Marine, moi j'étais impatient d'enregistrer cette émission aujourd'hui parce que je me pose plein de questions autour des hormones. Et ce que je te propose pour commencer un peu à amorcer notre discussion, c'est que peut-être qu'on clarifie ce concept qui peut sembler quand même un peu nébuleux pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais peut-être définir de manière simple ce que sont les hormones, puisque j'imagine qu'on est nombreux à avoir peut-être une idée générale de ce terme, mais pas forcément très exhaustif. Alors, est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair de manière pédagogique ? Parce que moi, je suis pas médecin et je pense que nos auditeurs, il y en a sûrement qui le sont, mais ils le sont pas tous. Alors, les hormones, ce sont des substances qui sont sécrétées par des glandes endocrines. Endocrines, ça veut dire des glandes qui vont sécréter en fait ces substances à l'intérieur du corps et ces substances vont se balader en fait dans le corps via la circulation sanguine notamment pour agir comme des messagers à destination d'autres organes. Donc en fait elles vont transmettre des messages et permettre d'adapter le métabolisme du corps en fonction de la nutrition, du sommeil, de l'activité physique, de tout ce qui se passe en fait finalement dans la vie et pour permettre au corps d'être toujours dans un état d'équilibre. Elles ont un rôle très important dans la course à pied, notamment pour déjà fournir de l'énergie et pouvoir tenir en endurance. Donc on va parler là par exemple de l'adrénaline, du cortisol ou encore de l'insuline et du glucagon. Donc toutes ces hormones-là en fait vont permettre d'activer le métabolisme pour libérer du sucre, en fait, que ce sucre soit accessible dans le sang pour la pratique sportive. Elles vont permettre aussi d'utiliser par exemple les protéines ou les lipides, donc d'aller puiser un peu dans nos réserves de graisse pour fournir cette énergie. Elles vont aussi avoir un rôle indispensable dans la récupération musculaire. Donc là, on va parler par exemple de la testostérone qui va permettre la croissance musculaire. Elle est connue celle-là. Exactement, elle est malheureusement connue parce que utilisée comme hormone dopante. Mais les hormones de croissance aussi. Les hormones de croissance, tout à fait essentielles, ce qu'on appelle la GH. Et elles vont aussi avoir un rôle important dans le bien-être et dans la gestion du stress. Par exemple, le cortisol va influencer la récupération et notre état de stress général.
Moi, j'imagine alors on dit souvent que les hormones c'est des messagers, mais moi j'imagine aussi un peu une console. Comme là, on est aujourd'hui, on a un technicien, il a une console où il peut régler le son des micros, les lumières, il peut tout régler vraiment au détail. Et il y a une harmonie en fait. Et Exactement. c'est comme ça que je vois un peu les hormones. C'est des petits messagers qui vont connecter, envoyer des messages, mais aussi qui vont un peu régler tout ça. Et donc, c'est quelque chose de minutie assez importante. Et justement, dans le sport, il y a un mot qui est un peu populaire, qu'on entend souvent quand on parle des hormones, c'est l'équilibre hormonal. Mais concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'équilibre hormonal et comment un coureur peut-être, comment est-ce qu'on... par rapport à un coureur à pied, comment est-ce qu'on va trouver cet équilibre hormonal aussi ? Alors, c'est un peu difficile de répondre à cette question, mais... en gros, comme tu l'as dit, le corps essaie toujours de s'adapter et de réguler les différents paramètres comme la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la température du corps, le taux de sucre dans le sang. Vraiment, beaucoup de paramètres qui doivent être à l'équilibre pour que le corps fonctionne bien et qu'on soit en bonne santé. Donc, toutes ces hormones, en fait, vont discuter entre elles, vont se répondre pour justement atteindre cet état d'équilibre. Par exemple, chez le coureur, on va quand même essayer d'analyser sa fonction thyroïdienne. Parce que quand on est en état d'hyperthyroïdie, on va être en surboost. Donc on va avoir des sueurs, des palpitations, on peut se sentir irritable, on peut perdre du poids. Et donc si on est sportif, on va avoir tendance à se blesser, on va pas pouvoir récupérer bien au niveau musculaire, donc avoir une fonte musculaire. Au contraire, si la thyroïde fonctionne pas bien, on va être en hypothyroïdie. Et là, on peut prendre du poids, se sentir extrêmement fatigué, avoir des douleurs un peu diffuses. Donc, chez le coureur, mais en fait chez tout le monde au quotidien et chez tous les gens qui pratiquent une activité physique et sportive, les hormones changent constamment en fait et s'adaptent constamment. Et donc, il faut être conscient en fait et savoir détecter quelques signes d'alerte, donc notamment une fatigue excessive. Donc, ça veut dire être fatigué au quotidien, même quand on se repose bien. Être fatigué tout le temps. Si on a trop de stress aussi au quotidien, si on ressent du stress de manière chronique, on sait que ça peut avoir une incidence sur notre pratique sportive. Et aussi des changements de poids, bien sûr, évidemment, qui peuvent être qui doivent une nous alerter. conséquence d'un problème hormonal. Des fois, tout ne dépend pas que de notre bonne volonté. Nos hormones peuvent aussi avoir un rôle dans nos blessures, notre humeur, et c'est pas, je peux dire, forcément notre faute, mais des choses des fois qu'on ne contrôle pas. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, j'aimerais quand même qu'on prenne un instant pour parler des principales hormones qui jouent un rôle important dans l'activité physique et dans le sport, pas forcément que dans la course à pied, mais il y a des hormones qui sont très populaires. Tu vois, on parle beaucoup tu parlais de la cortisol, de l'adrénaline, de la testostérone, des oestrogènes aussi. Alors bien sûr, ces hormones, elles ont été popularisées par le dopage, mais c'est vrai qu'elles jouent un rôle important dans la course à pied. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi est-ce qu'elles servent ? Parce que testostérone, on connaît. Testostérone, on pense à un truc un peu pour les garçons. Tu vois, les hormones de buffle, très musclées. On a une vision souvent caricaturale en fait de ces hormones. Et j'aimerais profiter de ta présence pour savoir un peu plus dans la finesse quels sont les enjeux autour de ça. Alors l'adrénaline, par exemple, c'est une hormone qui est libérée face à un stress. Souvent, quand on se met un objectif sportif ou même quand on sait qu'on va partir sur une séance un peu difficile, on peut avoir ce petit coup de stress au départ. Et tant mieux, en fait, parce que cette hormone, elle va permettre d'augmenter un peu la fréquence cardiaque, d'augmenter le flux sanguin, et donc va nous permettre d'être plus réactifs. C'est des super pouvoirs, quoi. Et plus performants tout de suite. Et aussi de fournir de l'énergie très très rapidement à partir du foie notamment et des muscles. Elle va permettre de dégrader ce qu'on appelle le glycogène et de libérer un peu plus de sucre dans le sang. Et donc, elle va avoir vraiment cet effet de booster un petit peu de la performance sur une courte durée. Du coup, c'est bon signe quand on est stressé. C'est vrai que souvent, on voit ça de manière négative. Mais non, le stress, en fait, c'est simplement notre corps qui va libérer de l'adrénaline. Et cette adrénaline va nous permettre d'aller puiser en nous un maximum de force, d'énergie, de dupliquer un peu nos forces. Et donc, il n'y a pas de performance sans adrénaline. Donc, après, c'est un bon dosage. S'il en libère trop, là, ça va devenir un facteur limitant de performance. Mais s'il en libère pas, c'est aussi un facteur limitant de performance. Il en faut juste le bon dosage. J'en reviens un peu à mon curseur. Exactement. Donc, par exemple,
exemple, sur le départ d'une course, il faut quand même réussir à réguler un petit peu son stress, avoir du bon stress, avoir cette petite dose d'adrénaline, comme on l'a dit, ça peut booster le départ, d'être plus réactif, d'être donc du coup plus performant rapidement. Mais par contre, si par exemple elle fait augmenter trop intensément la fréquence cardiaque, là on peut être pénalisé et on peut se fatiguer du coup beaucoup plus vite. C'est un bon dosage. Et la cortisol, ça on entend souvent parler. Qu'est-ce qui se cache derrière nous, derrière ce mot? Alors, le cortisol, c'est une hormone qui est pareil, en fait, une hormone de stress, en fait, comme on dit, mais plutôt une hormone de stress chronique, qui va aussi permettre de libérer du sucre assez rapidement. Là, encore une fois, à partir du foie et aussi à partir des lipides. Donc, le cortisol, il va puiser un peu dans les graisses pour pouvoir libérer un petit peu de sucre. Il va aussi, malheureusement, puiser et attaquer un peu les protéines, les muscles. Donc, en fait, le cortisol, on ne veut pas en avoir d'une manière trop élevée et trop chronique parce que ça va limiter la récupération musculaire. Donc en fait le cortisol, on peut pas le maîtriser ou le contrôler. Il va aussi se sécréter de manière naturelle sans qu'on le contrôle. Mais par contre, si vraiment on a une fatigue chronique, ça peut être un symptôme d'un taux de cortisol trop élevé au quotidien. Et la testo alors, la fameuse testostérone, qu'est-ce que tu peux nous dire sur celle-là? Alors la testostérone, déjà elle est produite évidemment par les hommes, c'est l'hormone sexuelle des hommes, mais aussi par les femmes. Et ça on a tendance à l'oublier, mais finalement elle est sécrétée par les deux sexes. Elle va favoriser la croissance musculaire et la force physique. Donc, bien sûr, on a tous besoin de testostérone pour avoir des muscles forts. Donc aussi, c'est pour ça que les hommes sont souvent quand même un peu plus musclés que les femmes. C'est parce qu'ils ont plus de testostérone et qu'ils arrivent donc mieux à créer du muscle. Et donc, elle va participer, bien sûr, aussi à la performance physique. Mais elle a aussi un rôle important, du coup, dans la récupération musculaire, la reconstruction des muscles. Et la dégradation sur trail, on sait que ça peut être important parce qu'il ne faut pas que le muscle se dégrade trop. Donc, plus il est musclé, plus on va ralentir ce processus de dégradation. Les oestrogènes, ça aussi, c'est un mot qu'on entend beaucoup, en particulier chez les femmes. Les oestrogènes, ils sont sécrétés bien sûr du coup par les femmes, par les ovaires et aussi un petit peu à partir du tissu adipeux, donc en fait du gras. Donc c'est pour ça qu'on a besoin quand même, quand on est une femme, d'avoir un petit peu plus de gras que les hommes et qu'on a tendance à avoir un peu plus de gras dans certaines zones du corps. C'est normal, c'est notre corps qui a besoin de produire ces oestrogènes. Ils vont agir sur plein d'organes différents. Mais ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est qu'il va avoir quand même un rôle important. Ils vont avoir un rôle important sur la résistance osseuse, la construction osseuse. Et donc, c'est important que d'avoir une bonne production d'œstrogène, d'avoir un cycle menstruel normal et d'avoir une production d'œstrogène pour avoir une bonne forme osseuse. Donc, c'est très important pour les sportives. Donc, je en profite pour faire passer un message, mais en tout cas, une femme qui a un problème au niveau de son cycle menstruel, il faut qu'elle consulte absolument un médecin parce que ça peut avoir des conséquences vraiment sur leur performance. Un problème parce que souvent, des règles douloureuses aujourd'hui ou très douloureuses, j'ai l'impression que c'est pas forcément un problème, c'est rentré un peu comme un état de normalité. Est-ce que c'est normal justement d'avoir des règles douloureuses? Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou pas? Pour dériver. Pardon. Et on reparlera tout à l'heure. On fera un petit focus sur les règles tout à l'heure. Mais là, je te pose la question sur le principe. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce que c'est normal d'avoir des règles douloureuses? Parce que il y a aussi une dimension culturelle par rapport à ça. Il y a certains pays où on accepte que la femme souffre beaucoup et d'autres pays où on se dit non, c'est pas normal, il faut peut-être essayer de trouver. Je crois qu'en France, on a tendance un peu à se dire il y a certaines femmes, c'est comme ça, elles ont été choisies par le destin et puis c'est pas autrement, quoi. Est-ce que toi, en tant que médecin, tu es d'accord avec cette vision ou pas? Non, je suis pas d'accord avec cette vision. C'est bien qu'on le rappelle que c'est pas normal d'avoir des règles douloureuses qui sont invalidantes, qui vont vous gêner dans votre vie quotidienne et qui vont vous empêcher de pratiquer votre sport ou de pouvoir aller au travail. Donc, on peut ressentir des petites douleurs parce que on a des contractions utérines au moment des règles, ça peut engendrer des petites douleurs. Mais dès que les douleurs nécessitent de prendre du repos, de prendre des médicaments, vous handicapent dans votre quotidien, il faut absolument consulter un médecin, donc médecin, gynécologue,
pour faire un bilan justement sur ces règles douloureuses, parce que ça peut être un signe notamment d'endométriose. On en parle aussi de plus en plus, maladie inflammatoire qui est très invalidante et qui peut engendrer aussi de l'infertilité. Donc voilà, en tout cas, vous avez un souci au niveau de vos règles, des douleurs, une perturbation de votre cycle menstruel, consultez. Alors, on ne peut pas parler des hormones sans parler dans ce podcast des fameuses hormones du bonheur, les endorphines. Alors, on en avait parlé dans un précédent épisode, mais ces endorphines, finalement, à quoi est-ce qu'elles servent ? Elles ne servent pas qu'à nous faire sourire, à nous faire planer, j'imagine. Elles ont un rôle aussi pour notre santé. Les endorphines, on ne connaît pas encore tout sur les endorphines, sur vraiment quels organes les produisent, combien il y en a, vraiment à quoi elles servent, comment elles agissent encore sur les nerfs périphériques et les neurotransmetteurs, donc au niveau du cerveau. C'est encore un peu flou, mais c'est une grande famille de molécules avec... En fait, endorphine, ça vient d'endogène et de morphine. Endogène, ça veut dire que c'est sécrété à l'intérieur du corps. Et morphine, parce que ça ressemble aux effets de la morphine qui vont notamment être antidouleurs. Donc, elles vont être produites par l'activité physique, une activité physique plutôt régulière ou intense. Et elles vont procurer un sentiment de bien-être général, mental et physique. Donc, ça va permettre de diminuer un peu la sensation de douleur après l'effort, de planer un petit peu, d'avoir une diminution de notre anxiété, de notre niveau de stress. Et donc voilà, elles ont des effets très très positifs et c'est les effets qu'on ressent après une bonne séance. C'est certainement l'une des plus populaires et les plus appréciées des coureurs et des coureuses à pied. Alors, on a compris maintenant l'importance des hormones et on a compris aussi qu'il y avait un réglage, un dosage, et c'est souvent le problème avec les gens qui ont recours à des produits dopants. On se rend pas compte, mais dès qu'on vient toucher, on vient ajouter un peu de testostérone, on dérègle tout notre corps. C'est pour ça que des fois, on va avoir des personnes qui vont avoir la poitrine qui vont commencer à leur pousser, de l'acné, et ça peut avoir des conséquences désastreuses sur la santé, sur le bien-être, sur le mental des coureurs à pied. Alors, certains sportifs de très haut niveau qui trichent ont recours des fois à des médecins qui vont leur faire des protocoles. Ils sont très 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 suivis, mais dans le dopage amateur, qui est un tabou, mais qui est quand même très répandu. C'est pas loin d'être anodin. Ça peut avoir des conséquences terribles de justement toucher parce qu'on vient créer un déséquilibre. Et là, la santé, c'est catastrophique. Santé, bien-être, humeur, tout va être déréglé. Complètement, de booster en fait ses capacités physiques, de booster son métabolisme tout le temps. Ça a un retentissement. On va surstimuler son cœur, avoir des problèmes d'hypertension artérielle, de stérilité, des fois, des hommes qui vont plus produire de spermatozoïdes. Exactement, des problèmes de stérilité, des problèmes aussi de blessures. Enfin, voilà, on va vraiment rentrer dans un cercle négatif et donc on peut booster en fait ces hormones d'une manière plus naturelle, juste en fait en essayant d'être en bonne santé par différents moyens. Justement, c'est ma prochaine question. Si on veut un parfait équilibre hormonal et surtout s'assurer de produire ces hormones en bonne quantité pour les optimiser, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible avec en jouant sur plusieurs facteurs. Je dirais 5 facteurs clés. Déjà, le premier, la nutrition et l'hydratation. Donc, avoir une alimentation équilibrée, évidemment. Donc, un mélange de protéines, de glucides, donc de sucre et de bonnes graisses, de lipides. Attention à l'excès de sucre, qui va déréguler l'insuline et le glucagon. Donc, on a vu que ces hormones-là, elles jouent sur la libération du sucre dans le sang et sur le stockage aussi des graisses. Donc, c'est important d'avoir ce bon équilibre. Varier l'alimentation et inclure des aliments riches en nutriments. Donc, en fait, c'est consommer des bons produits, tout simplement. Éviter, du coup, les produits industriels et ultra transformés qui, eux, sont pauvres en nutriments. On va avoir des calories, mais peu de nutriments utiles. Par exemple, pour le bon fonctionnement de la thyroïde, faut consommer de l'iode, donc c'est du sel iodé ou des produits qui viennent de la mer. Pour le bon fonctionnement de l'adrénaline, il faut avoir de la L-tyrosine, c'est un nom un peu compliqué, mais qu'on a dans les produits animaliers. Donc, si on a un régime alimentaire spécifique, végétalien ou très restrictif, attention, il vaut mieux se faire suivre par un nutritionniste pour être sûr de ne pas être en carence. Et enfin, boire de l'eau régulièrement pour maintenir le bon niveau hydrique, parce que la tension artérielle dépend de ce niveau hydrique, et donc aussi les hormones qui réagissent en fonction de cette tension artérielle. L'alimentation, c'est clé dans l'équilibre hormonal, parce que c'est vrai, on recommande souvent aux sportifs, mais
à toutes les personnes, ne pas manger trop gras, trop sucré. Mais voilà, si on mange trop sucré, trop gras, on va développer certaines hormones, on va un peu altérer cet équilibre hormonal. Et ça, pour la performance, c'est important. Donc une bonne nutrition, c'est pas uniquement lié au poids ou à la gestion du poids. Il y a aussi autre chose qui se cache derrière. Et ça, on l'a pas mal évoqué. Est-ce que tu parlais de 5 leviers, enfin il y en a plein d'autres, mais il y en a 5 principaux en tout cas, surtout sur lesquels nous on peut avoir un impact facilement, parce que c'est celui qui nous intéresse. Quel est le deuxième ? Je dirais absolument le sommeil. C'est le premier chapitre de mon livre, mais c'est hyper important de bien dormir pour avoir une bonne régulation hormonale. Et justement, en parlant de... Alors, dans ton livre, justement, tu évoques un peu le sommeil. Il y a tout un chapitre qui est dédié à ça et aussi à l'alimentation. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que tu démontes un peu les idées reçues. Et j'en ai noté une, 8 heures de sommeil. Et c'est vrai que ça, on entend souvent ça. On avait fait d'ailleurs des capsules avec une psy spécialisée dans le sommeil. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il faut dormir 8 heures par nuit minimum, surtout quand on est un sportif ? Souvent, on dit aussi qu'il faut ajouter des heures de sommeil quand on court. Allez, je cours 1 heure, il faut que j'ajoute une demi-heure de sommeil en plus. Est-ce que c'est important aussi ces 8 heures ? Comment est-ce qu'on peut jauger ? Parce que c'est pas évident de savoir aussi si on dort suffisamment quand on est un coureur. Non, c'est pas essentiel de dormir 8 heures par jour parce qu'on est tous différents. La durée de notre sommeil idéal est programmée déjà génétiquement. Donc en fait, même si on fait des efforts pour améliorer la qualité et la quantité de son sommeil, finalement, ça dépend vraiment de chacun. Donc l'important, en fait, c'est de dormir suffisamment pour se sentir en forme le lendemain. Donc c'est juste d'évaluer son niveau d'énergie le lendemain en se disant là j'ai tenu toute ma journée sans avoir la nécessité de faire une sieste, j'ai été bien concentrée au travail, je me suis sentie en forme, j'avais pas de douleur, je me suis réveillée le matin, j'avais pas de douleur, etc. Là c'est quand même une bonne nuit de sommeil. Donc on dit entre 6 et 9 heures. Si on est en delà de 6 heures, on est quand même en déficit de sommeil, il y a quand même un risque pour la santé. Et au-delà de 9 heures, on peut même 9-10 heures, on peut même avoir aussi des conséquences sur la santé. C'est pas bon de trop dormir non plus. C'est pas bon non plus de trop dormir, effectivement. Donc, dans cette nuit, en fait, il y a la phase de sommeil la phase de sommeil léger, puis la phase de sommeil lent profond. Et dans ces deux phases-là, va se faire la régulation métabolique et donc la régulation des hormones. Donc, c'est hyper intéressant, je trouve. La sécrétion de l'hormone de croissance. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent les enfants doivent bien dormir pour bien grandir. Ouais. Mais c'est valable aussi chez l'adulte, en fait. L'hormone de croissance, c'est toujours important. Ça s'arrête pas à 13 ans. Exactement, c'est valable chez l'adulte parce qu'elle régule aussi notamment les gras. Donc, régulation des hormones de l'appétit et qui gère aussi le taux de sucre. Donc, très important. Quand on dort pas beaucoup, en fait, souvent, on a super faim le lendemain. Et aussi le cortisol qui va être beaucoup régulé pendant la nuit. Ça, c'est important de le dire parce que voilà, il n'y a pas de performance sans hormones. C'est vraiment ça qui va déterminer notre performance. C'est pas seulement s'entraîner comme un fou et faire des séances d'entraînement. Non, parce que justement, il y a un mécanisme hormonal qui va se mettre en œuvre pour vous permettre de vous développer, avoir des muscles plus forts, avoir une meilleure capacité cardiovasculaire. Et ça, c'est les hormones qui vont jouer. Donc, il faut leur faciliter la tâche. C'est pour ça que effectivement, la nutrition, le sommeil, c'est important. Bien dormir. Alors, il faut s'écouter. Moi, je suis d'accord. Alors, je dors pas 8 heures par nuit. Moi, même quand j'étais en prépa marathon, c'était rare que je dormais plus 8 heures par nuit. Mais souvent, généralement, ce qui est intéressant, c'est déjà, moi, je me réveille sans réveil. Je me sens pas fatigué dans la journée, dans les semaines. Ça, c'est super important et ça permet de le voir, de mesurer et surtout sur les semaines. Est-ce qu'on va être irritable? Est-ce qu'on va se sentir fatigué? Ça, c'est un bon signe. Le meilleur conseil que je peux vous donner sur votre sommeil, c'est vraiment d'avoir un sommeil régulier. Ça, c'est la clé. En fait, si vous dormez pas beaucoup la semaine et que vous vous dites que vous allez rattraper le week-end, ça marche pas en fait. Ça marche pas comme ça. La fatigue accumulée la semaine, elle est présente. Alerter, ouais. Voilà. Donc, le meilleur conseil, c'est d'avoir une régularité. Tant pis si vous dormez que 6 heures par nuit, mais si ça vous convient et vous êtes en forme avec ça, tant mieux en fait. Après, bien sûr, quand même vous fatiguez votre corps avec des entraînements sportifs, vous avez vraiment besoin de récupérer. Donc, il faut quand même prendre une bonne nuit de sommeil après une course. Éviter d'aller faire la fiesta toute la nuit. C'est la clé. Donc, être à l'écoute de son corps, sauf quand on vieillit. Parce que quand on vieillit, malheureusement, on a moins le besoin de dormir. Enfin, on a l'impression d'avoir moins le besoin de dormir, mais c'est faux. Que vous ayez 8 ans, que vous ayez 13 ans ou que vous ayez 80 ans, on a toujours besoin de sommeil. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur les maladies Alzheimer, sur de choses. On se rend compte que ce serait peut-être aussi lié au fait que les personnes
dorment moins. Et donc, justement, ces connexions, ces systèmes hormonaux, ça ne fonctionnerait pas. Mais disons que l'écoute de son corps, si on n'a pas passé un certain âge, c'est quand même un bon moyen. Alors, on le sait, nutrition, hydratation, sommeil. De toute façon, c'est les piliers du sportif. Ceux-là, ils étaient presque évidents, mais c'était intéressant de les rappeler. Il y en a 5. On en a traité 2 parce qu'on va mettre l'hydratation avec la nutrition. On va faire vite sur les derniers. Quels sont les autres, Marine, qui sont peut-être qu'on pense un peu moins, mais qui sont tout aussi importants? Alors, je dirais gérer votre stress et d'essayer d'être en bonne santé aussi psychologique, bonne santé mentale. Tout simplement parce qu'on en a parlé, les pics d'adrénaline, les pics de cortisol peuvent justement dérégler votre métabolisme, aller puiser dans vos muscles, dans vos graisses, d'une manière un peu trop exagérée, avoir des conséquences sur votre cœur. Donc, essayer de limiter son niveau stress au quotidien, essayer de prendre soin de sa santé mentale. C'est pas toujours évident, donc il faut mettre en place ses propres techniques. Chacun ses techniques. Moi, souvent, on me demande quel est mon conseil pour prendre soin de moi. C'est très personnel en fait. Moi, mon conseil, c'est oui de faire un peu de sport, mais moi j'ai énormément besoin de la nature, par exemple. Moi, ça me permet de déconnecter. Mais ça peut être faire de la méditation, du yoga, des loisirs. Bon, quand on aime la nature, on peut courir en nature, on peut avoir un chien. C'est bien aussi pour aller faire des balades comme ça dans la nature, mais c'est bien. Au moins, c'est assez facile à mettre en main. Mais c'est un peu comme quand on dit tout à l'heure, si on mange trop sucré, trop gras, on va sécréter certaines hormones qui vont dérégler un peu tout ça. Pareil pour le stress, si on est trop stressé, cortisol, et du coup, ça va encore déséquilibrer ce système-là. Donc, c'est exactement le même principe. L'avant-dernier conseil que tu pourrais nous donner pour maintenir encore un bon équilibre hormonal? Je dirais d'avoir une pratique structurée et un peu adaptée à votre niveau. Donc structuré, ça veut dire varier un peu ses entraînements entre de l'endurance, de la vitesse, de la force, de la souplesse aussi, et des vrais moments de récupération. Donc structurer un peu son planning parce qu'on va mobiliser des fibres musculaires différentes, on va mobiliser le cœur et les poumons d'une manière différente, et du coup on va mobiliser aussi les hormones d'une manière différente. Et éviter l'excès d'exercice à trop haute intensité qui peut vraiment aller trop puiser en fait, engendrer trop de pics hormonaux et aller trop puiser dans les réserves. Ça, voilà, c'est vraiment, ça épuise quoi. Alors ça, c'est souvent une erreur que font beaucoup de coureurs amateurs. C'est-à-dire, tiens, je vais aller courir, j'ai mon petit parcours autour de la maison, j'ai un petit parcours de 7-8 km, et puis je vais essayer chaque jour de battre mon record. Hier, j'ai fait 28 minutes, je vais essayer de faire 27, je vais essayer de faire 25. Et donc, ils sont tout le temps à bloc. Ça, c'est une erreur, une très grave erreur, parce que déjà, vous n'allez pas progresser, vous allez créer des déséquilibres hormonaux. Même les athlètes de haut niveau, aujourd'hui, l'entraînement à intensité, c'est 20%, 80% des entraînements que font les plus grands champions de course à pied, c'est de la basse intensité. Il faut courir doucement pour pouvoir courir vite. Et ça, c'est quelque chose que ne font pas généralement les coureurs amateurs. Dites-vous que 80% de l'entraînement, c'est du footing en aisance. Et c'est ça qui est important. C'est quelque chose que j'ai appris en pratiquant la course à pied, en discutant avec des pratiquants depuis plusieurs années, avec des spécialistes aussi du sujet. Et c'est vrai que c'est un message qui est hyper important de rappeler parce que quand on est sportif amateur, on pense tout le contraire. Ouais, on pense qu'il faut tout le temps être à bloc, quoi. On pense qu'il faut tout le temps être à bloc, de la fatigue, ça va créer un déséquilibre hormonal, quoi, tout simplement. Exactement. De récupérer. Et puis, la variété aussi, parce que il peut y avoir le cas inverse, des personnes qui vont faire des footings le dimanche, alors c'est très plaisant, moi le premier, j'adore. Mais il faut rajouter ces petits 20%. L'inverse aussi, et en tout cas, ce ne sera pas optimum, ce sera moins dangereux que courir tout le temps très vite. Courir plus doucement, ce sera bénéfique. Mais l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui conseillait une pratique sportive régulière, aujourd'hui, ils ont ajouté aussi de l'intensité, aussi de la musculation. Et on le sait qu'il faut travailler sur différents leviers quand vous allez faire des séances de vitesse, quand vous allez faire de l'endurance, quand vous allez faire de la musculation, vous n'allez pas jouer sur les mêmes choses. Et puis même dans la perte de poids, on sait qu'il y a des gens qui se mettent à courir pour perdre du poids. C'est souvent une porte d'entrée vers le running, et c'est très bien. Si vous allez jouer sur plusieurs filières, vous allez aussi booster votre dépense énergétique. Donc varier ces entraînements, c'est aussi hyper important. Donc on récapitule un petit peu. Nutrition, hydratation, sommeil, on fait attention aussi à sa santé mentale. On avait fait un super épisode précédemment, n'hésitez pas à aller l'écouter, il sera très complémentaire de celui-là. Et le dernier, il en manque un, tu avais dit 5. Le dernier, le suivi médical.
Parce que on a trop de patients au cabinet qui viennent un peu bougons, demander des certificats médicaux, ça les embête, ils perdent du temps, ils n'ont pas envie. Ou à la fin d'une consultation, souvent. Tu sais, à la fin, ils viennent pour autre chose et puis ils te disent ah bah tiens, faites-moi en plus. Oui, au fait. C'est pas comme ça que ça se passe. Et il faut le dire aussi à nos auditeurs. Non, c'est un rendez-vous médical dédié parce qu'il y a des choses. C'est pas quelque chose qu'on demande à la fin, comme ça, avant de payer ou en donnant sa carte vitale, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Tout à fait. Ce certificat médical, ou en tout cas faire un bilan de santé avant de reprendre une activité physique ou alors de se mettre un objectif particulier est absolument essentiel. Parce qu'on voit que l'aspect, on fait un petit check-up de santé, mais en fait c'est l'occasion de discuter de la pratique, de partager des conseils pour l'équipement par exemple, sur la course à pied, de parler un peu de foulée, de parler un peu de je sais pas, par exemple, est-ce qu'une montre peut vous aider, comment l'utiliser. Et aussi d'essayer d'encadrer un peu cette pratique avec d'autres professionnels de santé si besoin, kiné, diète, médecin du sport, voilà. Donc en fait cette consultation elle permet vraiment de reprendre une pratique sportive en toute sécurité, vérifier que la personne n'a pas de contre-indication médicale, ne prend pas de risques en faisant du sport. Donc on va analyser son cœur, on va regarder, on va peut-être faire une prise de sang aussi. Et justement, à travers cette prise de sang, de vérifier qu'il n'y a pas de carence, que le système hormonal fonctionne bien, le système immunitaire fonctionne bien, pour que la personne puisse pratiquer en pleine capacité, en fait, qu'elle soit en pleine forme pour pratiquer. Oui, parce que souvent, on n'a pas forcément conscience qu'on a un dérèglement hormonal parce qu'on pense que c'est un état de fait, que c'est comme ça, tiens, je suis un peu fatigué, je suis un peu grochon, c'est mon caractère. Et des fois, il y a des choses un petit peu plus subtiles. Donc oui, les certificats médicaux, le suivi médical, et puis c'est notre responsabilité aussi. D'ailleurs, t'en parles, hein, c'est à nous de prendre notre santé en main. Tu le dis dans ton livre, on a une responsabilité par rapport à ça. Alors Marine, on a exploré un peu les fondamentaux de l'équilibre hormonal, des enjeux au-dessus de tout ça, et donc on a bien compris la dimension santé. Encore une fois, la performance, c'est pas seulement l'entraînement, c'est aussi toutes ces petites choses. Et on pouvait pas faire cet épisode sans faire un petit focus, justement, sans parler des spécificités de la variation hormonale chez les coureuses à pied, parce que les femmes, elles ont des cycles hormonaux assez uniques et qui peuvent justement influencer de manière significative leur entraînement, leur performance, leur récupération. Et ça, c'est les règles menstruelles, les cycles aussi, on va voir que ça va jouer. Est-ce que tu peux peut-être nous aider à y voir un petit peu plus clair sur ces fameux cycles ? Avec plaisir. Alors déjà, on commence à avoir pas mal de données sur l'influence de ce cycle menstruel sur la performance, mais on a quand même des études qui sont un peu contradictoires. On ne sait pas encore vraiment tout. Mais on a quand même des infos assez intéressantes. En fait, déjà, le cycle menstruel, il se répartit en plusieurs phases où les taux d'hormones sécrétés changent entre les œstrogènes et la progestérone. Donc, on a un début de cycle qui commence au premier jour des règles. Les menstruations, c'est finalement vraiment le début de votre cycle menstruel. À ce moment-là, le taux des hormones est très bas. Les œstrogènes et la progestérone. Par contre, on a une sécrétion de testostérone qui, du coup, relativement par rapport aux autres hormones, est un peu plus élevée. Et donc à cette phase-là, on peut avoir des douleurs, on en a un petit peu parlé, liées à ces règles. Donc ces douleurs-là peuvent être parfois handicapantes pour la pratique. Donc, il n'y a pas de contre-indication à pratiquer pendant les règles, mais si jamais vous avez des douleurs, ça peut être quand même un facteur limitant. Parfois aussi, pendant les règles, on peut avoir des troubles digestifs assez faciles. Et on peut se sentir aussi beaucoup plus fatigué. Déjà parce qu'on perd du fer. Quand on saigne, on perd du fer, donc ça peut fatiguer. Et on est un peu irritable, on dort moins bien. Donc, on a quand même une sensation un peu de fatigue générale. Donc, c'est vrai que dans cette phase-là, on a quand même une diminution de la performance. Les études le montrent. On ne sait pas encore vraiment à quoi c'est dû, mais ça peut être un mélange de tous ces facteurs-là, en fait. Des petits désagréments physiques, de cette fatigue, et aussi du taux de sérotonine qui est plus bas. On le sait, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur positif, un booster, et en fait, on n'a pas le moral à cause de cette baisse de sérotonine, donc on peut avoir un peu aussi la flemme de s'entraîner. C'est pas notre faute, hein. On n'est pas flemmarde, ou on n'est pas, voilà, c'est aussi hormonal, quoi. C'est hormonal complètement. Donc dans pas se culpabiliser. Exactement, faut pas se culpabiliser. Dans cette phase-là, moi, ce que je recommande, c'est tout simplement d'adapter sa charge d'entraînement
à ses sensations physiques et à son niveau d'énergie. Donc ça peut être l'occasion de faire des séances un peu moins difficiles, un peu plus courtes, d'augmenter aussi un peu son temps de récupération. Alors là, j'aimerais qu'on insiste un peu sur ces phases. Parce qu'aujourd'hui, tiens, une coureuse, elle veut faire un marathon. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va sur le site du marathon de Paris, elle prend un plan qui est un plan générique. On va pas se mentir, aujourd'hui, les plans d'entraînement, ils sont essentiellement faits pour les hommes. Et donc, on ne prend pas forcément en compte dans la construction du plan ces différentes phases. Est-ce que vraiment mettre à ce moment-là de la saison, de la semaine, cette séance, si la personne a ses règles, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité, la personnalisation du plan. Et c'est pour ça qu'elle est importante chez les femmes, même s'il y a beaucoup d'individus. Voilà, les femmes vont pas toutes réagir en fonction de leurs règles. Elles sont toutes très différentes, mais néanmoins, on a quand même certaines phases où on sait elles sont plus propices aux entraînements intensifs, d'autres plus peut-être propices à des entraînements, à des footings plus légers. Et donc, c'est important d'adapter aussi son plan d'entraînement à son cycle menstruel si, encore une fois, la femme, elle est concernée. Je pense que c'est l'avenir de la gestion de la performance en fait et de la gestion des entraînements que de prendre en compte tous les événements de la vie, dont le cycle menstruel pour les femmes. Donc on l'a dit, au début du cycle, pendant les règles, c'est un peu compliqué parce que les symptômes physiques, parce que baisse de motivation et baisse d'énergie. Par contre, quand on avance dans le cycle et qu'on est dans la phase folliculaire, où en fait les ovaires travaillent beaucoup et vont aller jusqu'à l'ovulation, on est dans une phase up. On est dans un moment où les hormones du coup augmentent et donc on a en fait un meilleur effet de l'entraînement à ce moment-là parce que ces hormones vont être anabolisantes, elles vont permettre la construction des muscles. On a une meilleure utilisation du sucre en fait. On arrive mieux à avoir du sucre pour s'entraîner et une meilleure motivation aussi. Et donc, on va mieux réussir à s'entraîner. Donc, c'est la période vraiment propice. C'est la top période pour les séances intenses. Voilà, exactement. C'est la top période pour l'entraînement intensif, les fractionnés difficiles. Se mettre des grosses séances à ce moment-là. Donc, on est entre le 5e jour du cycle et à peu près le 14e, 15e. Les athlètes de haut niveau, justement, elles ont cette construction du plan d'entraînement qui est très personnalisée. Et aujourd'hui, ça se développe de plus en plus chez les sportifs amateurs. Et donc, on voit que aussi les cycles menstruels, ça peut aussi être une force pour certaines séances. Et même d'ailleurs, et là, on en revient un peu au sujet des hormones. On le sait aussi, même les femmes enceintes, par exemple, au tout début de la grossesse, souvent on entend des femmes qui ont fait des prépas marathon et puis elles apprennent qu'elles tombent enceintes pendant la prépa. Puis elles se rendent compte même qu'elles vont des fois battre leur record parce qu'on sait qu'au début de grossesse, il y a tout un système. D'ailleurs, dans les années avec l'ex-URSS, à l'époque, dans les JO, on faisait tomber enceinte. C'était un peu plus tragique. On faisait tomber, après on les faisait avorter parce que c'était un dopage naturel. Et là, j'en reviens au fond de cet épisode, c'est qu'on se dit là, elles ne sont pas mieux entraînées, elles n'ont pas fait des séances plus intenses. Juste avec un bon équilibre hormonal, on voit que la performance peut être affectée. Donc, il faut vraiment que les coureurs s'intéressent à ça et c'est très important. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner, peut-être à nos auditrices qui voudraient un peu plus adapter justement leur entraînement à ces fluctuations hormonales? Je dirais déjà tout simplement écouter son corps en fait, apprendre à se connaître parce que le cycle menstruel est propre à chacune, même s'il a une structure à peu près similaire. On a parlé de nombre de jours, de phases de cycle, mais en fait c'est très très personnel. Nos changements d'humeur, notre niveau d'énergie, nos troubles du sommeil, nos règles, des douleurs ou pas, c'est très très personnel. Donc apprendre à connaître son cycle menstruel, à connaître en termes de jours, à connaître les symptômes et donc adapter tout simplement notre entraînement à notre corps, tout simplement. Avoir une bonne hygiène de vie aussi à côté, évidemment, mais ça c'est valable pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on est en période de règles, par exemple, parfois on a envie de junk food ou on a du mal à dormir. Donc il faut quand même essayer de prendre soin de soi à ces phases-là pour ne pas gâcher les effets bénéfiques d'un entraînement parce que on a 3 jours au début du cycle où on mange n'importe quoi. Mais je veux pas culpabiliser, mais c'est juste être conscient en fait de ces mécanismes-là. En prépa de course, de compétition, soyons vigilants par rapport à ça. Ouais, on peut être vigilant en fait par rapport à ça. Et après, quand ça on peut jouer sur la performance. Exactement. Et puis voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment se faire suivre quand on est une femme et qu'on est sportif, qu'on a envie de performance ou qu'on est une sportive de haut niveau, je pense que ça vaut le coup de prendre conseil auprès des médecins.
Merci beaucoup Marine pour cet échange, ça a été hyper intéressant. Quels sont selon toi les éléments clés à retenir sur l'équilibre hormonal, sur la gestion de nos hormones en tant que pratiquant de course à pied? Les éléments clés de cet épisode, ce seraient lesquels selon toi? Je dirais prendre soin de soi au quotidien et absolument de son sommeil. Pour la gestion hormonale, le sommeil, c'est quand même un élément, un pilier. Et avec notre assiette, quand même, avec l'alimentation, vraiment. Sommeil, alimentation, pilier de la bonne régulation hormonale. Faire un bilan médical avant de se mettre à la pratique sportive ou parce qu'on a des symptômes qui traînent un peu. Ça peut être juste une fatigue un peu chronique ou parce qu'on se met un objectif particulier en sport. Bilan médical, prise de sang, quand même, vérifier s'il n'y a pas de carence, vérifier s'il n'y a pas de troubles hormonaux. Et je dirais pour les femmes, être consciente de son cycle menstruel, de nos sensations et adapter les entraînements comme on l'a dit. Et des fois, on a l'impression qu'on progresse plus, on s'entraîne très dur, on se dit mais je comprends pas, je fais des grosses séances et ça marche pas, j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de plus évoluer. Mais des fois, c'est simplement parce que peut-être que l'alimentation va pas, qu'il y a un petit déséquilibre hormonal et donc ça peut venir de là. C'est vraiment l'élément clé. Tout n'est pas, la performance ne résulte pas uniquement de notre capacité à nous entraîner dur, c'est multifactoriel et même la motivation. Moi, je sais par exemple que je suis un petit peu, je vais pas dire que je suis accro au sucre, mais j'aime bien, voilà, je suis un peu gourmand, le chocolat, ce genre de choses. Et j'ai remarqué aussi que quand j'avais une alimentation un peu plus riche en sucre ou même en gras, je suis moins motivé pour m'entraîner. Et dès que j'ai une hygiène de vie, la motivation, ça va beaucoup jouer. Donc tout est vraiment lié aux hormones et il faut pas hésiter à travailler sur ce levier-là. C'est un vrai facteur de performance. Je rappelle ton livre, En pleine forme, super idée cadeau aussi pour les fêtes de fin de Noël, les fêtes de fin d'année. Marine, on se retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle capsule santé et dès lundi pour un nouvel épisode de l'Entête d'un coureur. Je te dis à très vite. À bientôt.